se voir. Je ne sais pas si this meeting is being recorded. OK, oui, c'est bon. Donc, Serge, je peux tu vois, prendre la parfait, parole. super. Donc, Non, je préfère laisser le conférencier évoluer normalement. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vais fermer ma caméra. il n'y a pas de problème. De toute façon, quand il va afficher un contenu, les images vont se réduire d'elles-mêmes. Mais si vous voulez, de toute façon, minimalement, quand ça va être à votre tour d'intervenir, minimalement, ouvrez votre caméra au moment d'intervenir pour qu'on puisse mettre un nom sur le visage. Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes ici, nouvelles personnes au Québec qui viennent pour la première fois dans une activité de l'association. Donc, juste de pouvoir se voir, je pense que ça va être intéressant. Mais on reviendra là-dessus à la fin. Une dernière chose que je vais préciser, Steve, je m'excuse, ça va être de vous demander justement, j'ai vu que quelques personnes ont commencé à écrire dans le chat. Donc, si vous avez des questions, des commentaires sur un sujet donné pendant que Steve parle, juste les mettre dans le chat. Moi, je vais surveiller les chats, relever les questions, puis vous donner la parole à tour de rôle quand ça va être le moment. Donc, Steve, c'est à toi maintenant la parole pour vrai. Merci beaucoup. Donc, je vais me présenter. En fait, je suis Steve Dagnon. Je suis d'origine béninoise. J'évolue dans le domaine financier depuis 2005. Donc, depuis 2005, j'ai commencé à travailler dans des banques. Jusqu'en 2012, je suis arrivé à Québec pour une maîtrise à l'Université Laval. Donc, sinon, j'ai une maîtrise en ingénierie financière. Donc, depuis 2016, je travaille chez Desjardins. Donc, j'ai eu à occuper plusieurs postes. J'ai commencé par des assurances. Ensuite, j'ai fait l'épargne. Après, j'ai fait les hypothèques. Et présentement, depuis 2021, je suis sur un nouveau challenge qui est la gestion du patrimoine. Donc, je gère un peu au fait des gens qui ont du patrimoine pour des investissements. Donc, ça, c'est un peu mon parcours de façon très ramassée. Je voulais déjà dire en partant que tout ce que je vais présenter aujourd'hui n'a rien à voir avec un employeur ou une entreprise. Donc, je ne vais pas nommer d'entreprise. Je fais vraiment du général. Vous savez très bien qu'à Québec, moi, je détiens un permis, donc j'ai beaucoup de restrictions, mais je ne vais pas aller dans un détail de nommer une structure, nommer une entreprise. Donc, si vous avez des questions également et vous devez nommer une structure, je ne vais pas y répondre, tout simplement. Mais si on va rester dans du général, je vais y répondre. Deuxième chose également, je ne suis pas là pour vendre quelque chose. Je ne vends rien. Je ne suis pas un travailleur autonome, donc soyez à l'aise. Et je ne cherche pas non plus de la clientèle parce que je travaille dans une niche trop fermée. Et ma clientèle, au fait, à la caisse où je travaille, au fait, ma clientèle, c'est les fonctionnaires. Donc, en gros, je ne cherche pas de clientèle. Je ne suis pas là pour vendre quelque chose. Je suis là juste pour donner des informations de façon générale sur la finance. Donc, qu'on soit assez à l'aise à ce niveau-là. Donc, sans plus tarder, au fait, la finance personnelle, je l'ai ramené un peu en trois volets. Donc, premier volet, c'est les protections. Deuxième volet, c'est l'épargne. Et troisième volet, j'ai mis financement. Donc, quand je parle de protection, c'est deux choses. Donc, on a la protection de notre personne, la protection de notre patrimoine, de notre famille. Ensuite, on a la protection des biens que nous avons. Ça peut être une maison, les véhicules, ainsi de suite, des biens mobiliers comme immobiliers. Pourquoi c'est important de se protéger? C'est important de se protéger parce que il y a beaucoup de gens, l'anecdote que je vais faire, quand on achète généralement un iPhone 10, iPhone 12, la personne qui nous vend l'appareil va nous demander de prendre une petite protection, une garantie là-dessus au cas où ça se brise. Généralement, on le prend. Mais ce téléphone-là, c'est nous qui le payons. Mais nous-mêmes, on n'est même pas assurés. Parce que à un moment donné, si tu tombes malade et que tu n'as pas la possibilité de continuer à payer, alors que tu as assuré ton téléphone, il ne va pas se payer tout seul. Donc, c'est assez important de regarder déjà ce pilier-là, disant que est-ce que je me protège? Quels sont mes besoins? Nous sommes tous étrangers. Et en tant qu'Africains, Béninois, la plupart des temps, je le souhaite à personne, quand il arrive un décès, il faut rapatrier le corps. Ça coûte de l'argent. Donc, à ce moment-là, on ne va pas dire aux gens, venez cotiser pour qu'on puisse ramener un corps ou ainsi de suite.
Nous sommes également des pères de famille. Donc, quand on dit père de famille, on parle de soutien financier. Donc, aujourd'hui, nous avons nos parents qui sont soit ici ou chez nous. Nous avons de la famille ici qui compte sur nous, qui compte sur notre salaire. Donc, il est important également de se dire, et c'est la question cruciale, je sais que on n'aime pas trop en parler, mais à un moment donné, moi, je me suis dit, qu'arrivera-t-il à ma famille si demain je décède? Il faut qu'on se pose cette question-là. Qu'arrivera-t-il à ma famille si demain je ne suis plus capable de travailler? Qu'arrivera-t-il à ma famille si j'ai un accident ou j'ai une maladie grave? Je ne meurs pas, je ne décède pas, mais j'ai une maladie grave et j'arrive tout simplement à ne plus travailler. Ça va m'occasionner des frais. Ça va m'occasionner également, c'est sûr que ma conjointe ne pourra plus travailler non plus. Donc, automatiquement, elle aussi va prendre des jours de congé. Et ça va vraiment, tout notre emploi du temps, tout notre train de vie va chambouler. Ça peut engendrer des frais. Donc, ce qui fait que ce volet-là, c'est quelque chose qu'à un moment donné, il faut qu'on s'asseye, qu'on le regarde pour dire, est-ce que c'est fait? Maintenant, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous allez de l'avant? Est-ce que vous vous remettez juste dans la main de Dieu? Tant mieux. Mais l'essentiel, moi, ce que je dis ce soir, c'est qu'il faudrait que ce volet-là soit fait. Donc, une fois qu'on a regardé, qu'est-ce qui se passe si je décède? Qu'est-ce qui se passe si j'ai une maladie grave? Qu'est-ce qui se passe si j'ai un accident? Ça, on a regardé ce côté. On peut l'élargir maintenant à la famille pour dire, si ma blonde, ma conjointe, mon fils, ma fille, ainsi de suite, a un problème de santé grave, voire décès, est-ce que j'ai assez de moyens pour subvenir aux besoins? Une fois que ce pilier-là est réglé, on a de l'assurance collective, est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on a de l'assurance collective? Quels sont nos besoins en termes de protection? Une fois qu'on a réglé ce problème-là, on sait que, bon, on l'a réglé et on le met de côté. Au niveau des assurances, on en a plusieurs. Donc, on parle d'assurance vie, on parle de l'assurance maladie, on parle également de l'assurance maladie grave. Ensuite, on va parler de l'assurance invalidité pour ceux qui travaillent. On parle ensuite d'assurance protection longue durée, ainsi de suite. On n'a pas besoin de toute cette gamme-là. Il faut juste se faire accompagner par quelqu'un qui va pouvoir vous analyser vos besoins et décrire un peu quels pourraient être les besoins que vous avez. Nos besoins évoluent. Donc, au départ, quand je suis arrivé au Canada, je n'avais pas de besoin, par exemple, pour une assurance invalidité. Je n'avais pas de besoin, par exemple, pour une assurance X ou Y. Aujourd'hui, que je travaille, que j'ai des engagements, si jamais je suis invalide, que je ne travaille pas, j'aimerais qu'il y ait au moins quelque chose qui rentre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un volet qui est quand même important, intéressant, qu'il faudra regarder à un moment donné. En tant qu'étudiant, c'est aussi important de le regarder. C'est vous dire aujourd'hui, la carte d'assurance que vous avez, elle couvre jusqu'à quoi? Jusqu'où? C'est où la limite qu'on a? Quels pourraient être les besoins quels pourraient être les besoins, mes besoins en termes de protection? Comment ça se passe? Ainsi de suite, ainsi de suite. On a toujours tendance, je viens d'un pays où on a toujours tendance à remettre tout dans la main de Dieu. Dieu fera, Dieu fera. C'est vrai, je suis croyant comme nous tous, mais à un moment donné, il faudrait qu'on se dise, il y a un minimum de protection qu'on peut avoir ou qu'on doit avoir. Et ça, c'est vraiment le volet protection personne. Ensuite, on a le volet très, très, très rapide, le volet protection de nos biens, auto, maison. Auto, c'est obligatoire, on n'a pas le choix. Au moins s'assurer le côté responsabilité civile. Ensuite, on a le volet assurance maison ou ceux qui sont en appartement ou ceux qui ont des propriétés. Ceux qui ont des propriétés n'ont sûrement pas le choix de le faire assurer. Ceux qui sont en appartement aussi, vous pouvez aussi regarder la responsabilité civile. Bon. Moi, je vais raconter juste une petite chose qui m'est arrivée. Quand j'étais en appartement, j'ai déménagé, donc j'ai débranché tous mes appareils, non, je vais dire ça, ma lave-vaisselle, et puis j'ai fermé, mais il n'était pas complètement fermé, donc ça goûtait tout, 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 tout. C'est ça, ça a créé un petit dégât d'eau. Donc, c'est des petites choses auxquelles il faut penser, même si on n'est pas propriétaire, il faut y regarder. Quand ça arrive, ça peut créer des dégâts.
mais beaucoup de gens vont dire que c'est du gaspillage d'argent. C'est un choix, mais quand ça arrive, on débourse fort. Donc, ça fait le volet protection. Je ne vais pas aller dans les détails, je ne vais pas aller plus loin parce que, comme je le dis, pour parler des assurances à Québec, il faut avoir des permis. Il faut avoir des permis pour aller plus loin. Je ne vais pas parler des caractéristiques du produit, je ne vais pas parler de ça. Je parle plus de façon sommaire des avantages qu'on pourrait tirer de ces protections-là. Donc, après ça, je vais sauter à la partie épargne. La partie épargne, à Québec, on a 3 produits qui sont quand même des produits assez spéciaux. C'est le CELI, le régime d'épargne études pour les enfants et puis le régime d'épargne pour la retraite, le REER. Donc, c'est des régimes enregistrés. Ces 3 régimes-là sont des régimes enregistrés, des régimes, si vous voulez, étatiques. Le CELI, caractéristique du CELI, on le sait tous, c'est un compte libre d'impôt. Donc, tout ce que vous mettez dans ce compte-là, tout ce que vous allez gagner en intérêt sera libre d'impôt. L'argent que vous mettez dans ce compte-là, cet argent-là est déjà imposé. Donc, si moi, je travaille et que je gagne, par exemple, 500 $ par semaine net d'impôt et que je mets 100 $ dans mon CELI, mon 100 $ du CELI est déjà imposé. Mais si je le mets dans un compte qui me rapporte 5 % chaque année, mon 5 % n'est pas imposé quand je vais le retirer. C'est l'avantage du CELI. Et il y a des plafonds qui sont déterminés par le gouvernement fédéral chaque année. Donc, actuellement, pour quelqu'un qui était là depuis 2009, qui avait 18 ans en 2009, aujourd'hui, peut aller chercher jusqu'à 75 500 dans son CELI. Vous pouvez retirer également de votre CELI. Il n'y a pas de règle ferme là-dessus, mais le montant que vous retirez, vous ne pouvez pas le remettre le même montant la même année. Il faut attendre 1 an pour remettre si vous avez cotisé au plafond. Cette année, le plafond cette année est de 6 000. Donc, sur les sites du gouvernement du Canada, on a toutes ces informations-là concernant le CELI. Ensuite, je vais sauter au REER, donc le régime enregistré d'épargne retraite, comme son nom l'indique. C'est de l'argent qu'on met de côté pour notre retraite. Cet argent-là, il est accessible à 3 moments. Donc, quand on veut s'acheter une première maison, l'État a mis en place ce qu'on appelle le RAP, donc régime d'accession à la propriété. Donc, tu peux sortir tous tes REER que tu as déjà cotisés sans être imposé pour pouvoir prendre cet argent-là pour la mise de fonds ou même pour faire ce que tu veux. Tant que tu respectes les règles du RAP, l'argent, tu peux l'utiliser pour embellir ta maison, tu peux l'utiliser pour meubler ta maison, tu peux l'utiliser pour tout ce que tu veux, même pour voyager. L'essentiel, c'est que tu le sors pendant que tu achètes ta première maison et il y a quelques règles, c'est-à-dire que l'argent doit être là au moins 90 jours et tu le sors au plus tard 1 mois après que tu sois devenu propriétaire. Donc, ça, c'est la règle du RAP avec le REER. Sinon, le REER lui-même, c'est de l'argent qu'on met de côté pour notre retraite. Ensuite, on a la deuxième possibilité, le REP, donc le REEP. Donc, on peut aller sortir notre REER pour pouvoir payer des études. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité qu'on a. Il y a des formations qui sont accessibles au REP. Donc, tu sors ton argent sans payer d'impôts pour pouvoir, tu as un maximum, je pense, de 10 000, si je ne me trompe pas, pour pouvoir payer des formations, ainsi de suite. Je reviens juste un peu sur le RAP. Si tu sors ton argent du REER pour une maison, tu as 15 ans pour pouvoir le rembourser dans le RAP. Donc, l'État te dit tout simplement qu'il te donne 2 ans de répit. Donc, je dois un exemple très simple. On est en 2021, j'ai sorti 10 000 de mon REER pour m'acheter une maison. Donc, l'État me dit qu'il me laisse 2 décembre. Donc, décembre 2021, il me donne. Décembre 2022, donc j'ai 2 décembre. Et à partir de 2023, il va falloir que je commence à rembourser mes 10 000. Un 15e du 10 000 que je dois rembourser chaque année. Qu'est-ce qui se passe si je ne rembourse pas? Je peux ne pas le rembourser. L'État te dit, ben, tu es libre, mais moi, je veux récupérer mon impôt parce que je t'ai permis de récupérer l'argent sans que tu payes de l'impôt. Donc, si je ne le rembourse pas dans le REER, l'argent que j'ai sorti,
je vais l'ajouter, cet argent-là, à mon revenu gagné pour me faire imposer. Donc, si c'est 500, 800 ou 1000 dollars, si je gagne 30 000, donc je dois déclarer 31 000. Sinon, tout simplement, je dois m'arranger du 1er janvier jusqu'au 28 février pour mettre ce montant-là, le 1/15e du montant que j'ai sorti, je dois l'injecter dans mes REER. J'ai 15 ans pour le faire. Je peux le rembourser plus vite comme je veux, mais le maximum, c'est 15 ans. Là, c'est la règle du RAP et puis du REER. Donc, le REER, comme je le dis, c'est un peu ça. On a plusieurs structures qui offrent ce produit-là. Donc, il faut juste tout simplement le regarder. Il n'est pas différent d'une structure à une autre. Les règles, c'est les règles étatiques qui sont là. Donc, après, tout dépend dans quel produit on l'a injecté. Donc, on prend le REER, par exemple, comme l'enveloppe. C'est comme si je prends cette bouteille-là, c'est le REER. Et puis, je mets, par exemple, à l'intérieur, je peux mettre des actions. Je peux mettre des fonds. Je peux mettre des CPG. CPG, c'est certificat de garantie. Donc, je peux mettre des CPG dedans. Je peux mettre n'importe quel type de produit. Mais l'enveloppe, c'est-à-dire l'enveloppe va être toujours le REER. Le produit que je mets dedans dépend de ce que je choisis, moi, en tant que personne, pour y mettre. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et puis, en fonction de niveau de tolérance de risque de chacun. Donc, chacun peut aller acheter ou prendre le produit qui lui sied. Donc, ça fait un peu le tour du REER. Bon, je vais aller vers la fin du REER. Le REER, on te permet de cotiser dans ton REER jusqu'à 71 ans. 71 ans, le gouvernement dit, tu transformes ton REER en fer. Donc, ton REER devient du fer. Et le fer, c'est un type de régime où l'État dit maintenant, à partir de 72 ans, je veux que tu commences à sortir tes REER et que je paye l'impôt que tu n'as pas payé. Donc, la particularité du REER, comme vous le savez, tout l'argent que je mets dans mon REER n'est pas imposé. Donc, je reviens sur un petit calcul. Quelqu'un qui gagne 50 000 et qui met 10 000 dans ses REER, il va se faire imposer sur 40 000. Le maximum qu'on peut mettre dans un REER par année, c'est 18 % de son revenu gagné. Il y a d'autres calculs qui viennent dedans, qui sont des facteurs d'équivalence, ainsi de suite, un peu plus complexes, mais si on garde ça simple, 18 % de ce que tu as gagné dans une année, c'est ce que tu peux mettre dans ton REER. Pour ceux qui font les déclarations d'impôt, vous pouvez juste voir sur la page au niveau de déclaration d'impôt fédérale, ils mettent les droits inutilisés du REER. Donc, le REER, tous ces montants-là qu'on n'a pas cotisés les années passées, on ne les perd pas, on les a toujours en droit non utilisés. Donc, quand on arrive maintenant à 71 ans, il faut maintenant décaisser nos REER. L'État nous oblige à sortir environ 6 % chaque année de nos REER qui sont transformés en fer pour payer de l'impôt. Donc, tu peux sortir plus que tu veux, mais tu as un minimum de 6 % que tu dois sortir parce que l'État veut récupérer le REER, il veut récupérer l'impôt que tu n'as pas eu à payer pendant le temps où tu cotisais. Donc, ça, c'est un point. OK. J'ai une petite question d'Achani. Ici, je comprends bien, en créant un REER, je fais une économie avec un revenu sans imposé. Peut-être juste… Sans être imposé, je pense. Oui, exact. C'est-à-dire que, comme je le disais, tu gagnes 50 000, tu mets 10 000 dans le REER, tu vas être imposé sur 40 000. Donc, le 10 000 dans le REER n'est pas imposé. Tu vas payer de l'impôt là-dessus quand tu vas le sortir, mais si tu le sors pour acheter une maison, tu ne seras pas imposé, mais il va falloir que tu aies 15 ans pour le rembourser. Si tu le sors pour payer des frais d'études, ainsi de suite, et puis ce n'est pas toutes les formations qui sont acceptées, il y a certaines formations qui sont acceptées, tu vas pouvoir ne pas payer de l'impôt là-dessus. Donc, et le maximum, c'est 18 % du montant gagné. Maintenant, si tu as des fonds de pension que l'employeur te paye un REER ou ainsi de suite, ça, c'est encore une autre règle que tu viens parce qu'on parle de facteur d'équivalence. Est-ce que tu as déjà atteint un certain montant? Donc, ça, c'est vraiment le principe du REER.
Donc, à la fin, comme je le disais, pour ceux qui ont travaillé ici, même si on rentre au pays ou ainsi de suite, on va toujours être imposé sur notre cotisation réelle si on l'a laissé ici. Si on le sort avant de partir, tant mieux. Sinon, ben, l'État à 72 ans va nous imposer de sortir nos REER en tant que rente. Donc, on les appelle de la rente. Donc, on va recevoir une rente à partir de 72 ans, mais c'est obligatoire, de 6 de nos REER, et puis on va être imposé à ce moment-là. Ça fait le tour sur le REER. Oui, vas-y. Oui, vu que tu as pris une question rapidement, je vais en profiter. Il y aurait une stratégie réelle que les gens disent, je ne sais pas trop, comme quoi pour éviter peut-être de payer de l'impôt si on fait trop de revenus, on peut en mettre une partie dans le REER pour peut-être rester dans une certaine braquette de revenus en fonction des pourcentages d'imposition et tout ça. Est-ce que tu veux élaborer un peu là-dessus? Oui, en fait, on a quand même c'est des passe-passe si tu veux. C'est-à-dire aujourd'hui, quelqu'un qui gagne 100 000 et ne veut pas se faire imposer sur 100 000 veut dire aujourd'hui, ben, moi, je vais mettre 30 000 ou 25 000 ou bien 35 000 dans un REER pour pouvoir diminuer son impact fiscal. C'est intéressant. Et puis, on a ce qu'on appelle le REER conjoint cotisant. Donc, je peux cotiser dans le REER de ma conjointe parce que moi, j'ai beaucoup de revenus. Donc, il y a aussi ce système-là qui est là. Tout ça, c'est vraiment des manières pour se passer un peu du fisc, en fait. Donc, c'est de réduire son assiette fiscale, donc son revenu, pour pouvoir payer moins d'impôts. Mais ce qu'il faut comprendre dans le REER, ce n'est pas qu'on ne paye pas moins d'impôts, c'est qu'on diffère l'impôt. L'impôt est différé à plus tard. L'avantage du REER, c'est comme je dis aujourd'hui, quelqu'un aujourd'hui qui travaille, qui gagne 50 000, a imposé peut-être à 40 ou 45 %. À la retraite, il ne va peut-être pas gagner 50 000 parce qu'il n'aura plus de salaire. À la retraite, il va juste avoir des pensions ou de la rente. À ce moment-là, il peut avoir peut-être 20 000 ou 30 000. Donc, sortir son REER à ce moment-là est intéressant parce que son taux d'imposition va être plus bas. Et c'est pourquoi on dit que le REER est intéressant, parce qu'on diffère l'impôt pendant on gagne beaucoup et on paye l'impôt à un taux plus bas pendant qu'on a moins de revenus. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont faire des stratégies comme ça. Ceux qui vont partir, par exemple, année sabbatique, vont sortir aussi leur REER parce que le revenu va être très peu et ils vont payer moins d'impôts, ainsi de suite. C'est des techniques. Il y a également d'autres techniques que les gens font pour l'achat des maisons. Je ne vais pas forcément tout élaborer là, mais c'est comme, je n'ai pas de REER, je n'ai rien, mais je vais acheter une maison. Je fais un prêt bancaire de 20 000, j'injecte dans mes REER, j'ai un retour d'impôt sur mes 20 000 et 90 jours. Je laisse l'argent là pendant 90 jours et je sors l'argent, je redonne le 20 000 au banquier et moi, je garde mon économie d'impôt. Donc, supposons que si tu es imposé à 40 %, j'ai mis 20 000. Ça fait 8 000 de retour d'impôt. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est un passe-passe. J'emprunte pour investir dans mes REER. Moi, je retire l'argent. Je laisse l'argent là-bas pendant 90 jours. On le fait uniquement quand on veut acheter une maison. Donc, je laisse l'argent là-bas pendant 90 jours. Je ressors l'argent. Je retourne le 20 000 du banquier ou du prêteur. Et moi, je garde l'économie d'impôt. Donc, c'est des petites passe-passe comme ça qu'on fait généralement pour aller chercher de l'argent. Donc, je vais attaquer mon troisième point qui est le régime d'épargne-études. Le régime d'épargne-études, c'est pour les enfants. C'est un système qui est mis en place par le gouvernement. Donc, ce système-là nous permet aux parents d'aller chercher de l'argent pour les études des enfants. Donc, on peut aller chercher, c'est 30 % du montant que vous mettez. Donc, si tu mets 1 000 $ par mois, l'État te donne 30 %. C'est le minimum. Plus le salaire est plus bas, on peut aller chercher encore d'autres subventions additionnelles. Mais sinon, le minimum que tout le monde, quel que soit ton niveau de revenu, c'est 30 % que tu peux gagner avec un plafond de 2 500. Donc, le gouvernement dit, tu peux mettre jusqu'à 2 500 par enfant et par année. Moi, je suis prêt à te mettre 30 % pour t'encourager et payer ou aider l'enfant à payer ses études. Donc, ça, c'est l'avantage. On a 3 types de produits, généralement, pour aller chercher de l'argent. Donc, on peut aller chercher de l'argent dans le
Le BEC, c'est le bon d'études canadien. On peut aller chercher jusqu'à 2 000 $ maximum. On a le IQEE. IQEE, c'est au fait c'est l'institution de Québec là, pour les études. Tu peux aller chercher jusqu'à 3 600. Et tu as le fédéral qui donne 7 200. Donc, en tout, on a 2 000, 7 200 plus 3 600 qu'on peut aller chercher si on commence tôt. Le but dans tout ça, c'est commencer tôt. Et si on maximise 2 500 par année, c'est quoi? C'est à peu près plus de 10 000. C'est 9 200 plus 3 600. C'est plus de... C'est beaucoup. Bah, le BEC n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut avoir des revenus très faibles. Sinon, on peut aller chercher quand même de bons montants pour le régime d'épargne-études. Avantage du régime d'épargne-études, c'est que ça vient aider les parents, ça vient aider également les enfants. Cet argent-là n'est pas pour l'instant contrôlé. Il y a un contrôle à 2 niveaux. C'est-à-dire, dès que l'enfant arrive au cégep, donc il finit son secondaire, il a une admission au cégep, on lui permet de sortir de l'argent, un maximum ici plafonné. On demande toujours aux parents, aux personnes, de sortir toujours en premier les subventions du gouvernement, qu'on appelle le PAE. Les subventions du gouvernement, parce que le capital qu'on a mis dedans, il est toujours à nous. Donc, tu sors les subventions du gouvernement en premier pour payer les études de l'enfant. On n'est pas obligé de payer l'étude avec parce que l'État ne nous demande pas une preuve des dépenses. L'État nous demande la preuve d'inscription. L'État nous demande peut-être un plan de cours pour dire que bon, tu es en temps plein à l'école, ainsi de suite. Mais l'État ne va pas te demander si l'argent a été utilisé pour payer une voiture ou pour payer les frais de scolarité. L'État ne vérifie pas ça. Donc, ça, c'est encore l'avantage qu'on a. Si tu sors 10 000 et que l'enfant est au cégep, le cégep coûte peut-être maximum 700-600 $ ou même moins par session. Donc, mais ce que tu fais de ton argent, ce n'est pas le souci de l'État. Une chose à retenir au niveau du régime d'épargne-études, le capital initial que le parent a mis dedans n'est pas imposé. Les intérêts qu'on a gagnés dans ce régime-là, plus les subventions du gouvernement sont imposées dans la main de l'enfant. L'enfant qui arrive à 17 ou 18 ans ne gagne pas un salaire élevé, généralement. Donc, il n'a presque pas d'impôt à payer là-dessus. Je l'ai sorti pour ma fille qui a 19 ans, donc elle n'a presque pas d'impôt à payer là-dessus. Moi, j'ai récupéré mon capital si je veux. J'ai mis le capital dans un compte, mais les subventions, l'intérêt, je lui ai donné. Et puis, elle pourrait faire ce qu'elle a fait avec. Et puis, bon, l'autre partie, le capital, tu peux le transférer dans son compte, tu peux le garder, tu peux faire ce que tu veux en tant que parent, tu peux en faire ce que tu veux. Ça, c'est vraiment ton argent, c'est laissé à l'appréciation des gens. Les gens vont faire plusieurs stratégies avec, mais voilà. Donc, ça, c'est une possibilité. Comme je le dis, il y a aussi des plafonds par rapport à ce régime-là. Donc, il y a un maximum que tu peux retirer par année, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant ne va pas au cégep? L'enfant s'arrête au secondaire, il finit son secondaire 5 ou il s'arrête au secondaire, ainsi de suite. Le gouvernement dit cet argent-là, c'est pour les études. Donc, je récupère ma subvention. Et des fois, ils vont aussi demander de récupérer les intérêts, une partie des intérêts. Parce que la subvention, supposons pendant plusieurs années, tu peux facilement aller chercher 10 000 $ qui a ramené également des intérêts. Donc, le gouvernement va demander à récupérer et va vous dire, récupérez votre capital. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on a la souplesse, c'est que si l'enfant ne peut pas aller à l'école, si tu as un deuxième enfant, tu peux le transférer au second enfant. Donc, on a cette possibilité-là. Je le souhaite à personne, mais si entre-temps, l'enfant n'est plus, tu peux toujours le transférer si tu as un deuxième enfant. Si jamais on n'a plus personne à transférer, à ce moment-là, l'État va récupérer sa subvention. C'est normal. La subvention, c'est pour payer les études. Comme il n'y a plus d'études à payer, l'État récupère sa subvention et les intérêts que cet argent a générés pendant ce temps. Et vous récupérez votre capital. S'il y a des intérêts que votre capital a générés, vous ferez imposer là-dessus. Il y a une petite règle à ce niveau-là. Donc, ça fait le tour
des régimes d'épargne enregistrés. Les autres régimes d'épargne, c'est du classique, épargne qu'on connaît partout. Donc, je ne veux pas en parler parce qu'il n'y a pas de particularité autour de ça. Donc, si peut-être une question sur le REER. Le REER, OK? Oui. Il paraît que si en cours de cotisation, si l'enfant n'est pas encore à l'inscription, puis que les parents prennent de l'argent dedans, que le gouvernement pourrait réclamer aussi sa partie de subvention sur la portion récupérée, si tu veux élaborer là-dessus. Oui, exact. C'est-à-dire que, au fait, l'argent qui est mis dans ce compte-là, c'est pour payer les études d'un enfant. Donc, chaque année, le gouvernement met 30% de ce que vous mettez. Donc, supposons que chaque année, Serge met 1 000 $ dans le compte pour Gloria. Le gouvernement met aussi l'équivalent de 300 $ chaque année. Si entre-temps, Serge dit, ben, écoute, j'ai besoin d'argent, Serge va retirer un petit 5 000 $, le gouvernement va dire, OK, mais l'argent, c'était pour les études. Donc, moi aussi, je récupère ma subvention parce que la subvention est calculée sur le pourcentage du montant que tu as investi. Il faut le voir normal parce que c'est de l'aide pour les études. Ce n'est pas de l'argent qu'on met de côté pour faire autre chose. Donc, dès que tu retires ta mise de fonds, l'État retire aussi sa subvention. Si tu reprends, l'État aussi va reprendre. Donc, ça se reprend automatiquement. Dès qu'on l'arrête, ça s'arrête. La petite particularité du BEC, le bon d'études canadien, même si on ouvre un compte qu'on a mis 0 montant dedans, le gouvernement donne un 500 $ au départ. Donc, ça, même si on cotise 0 francs, on peut aller chercher quand même un 2 000 $. C'est un programme super intéressant. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire non, je veux cotiser un régime d'épargne, je ne veux pas la contrainte de si j'ai besoin de mon argent, je perds la subvention. Mais on ne perd pas son argent, on perd juste une subvention. Donc, si tu mets de l'argent dans un compte d'épargne ou tu le mets dans un régime enregistré, on est plus avantagé de le mettre dans un régime enregistré. Parce que si c'est pour les enfants, ben on a la subvention. Si c'est pour le REER, on a l'abri d'impôt. Si c'est pour le CELI, tout l'intérêt qu'on aura à gagner, il est également non imposé. Mais si on fait de l'épargne classique, on n'a pas ces avantages-là qui sont reliés. Donc, tout vient avec des règles. Bon, faut-il avoir au moins un statut de résident permanent avant de pouvoir profiter de ces produits financiers? Non, pas résident permanent. Donc, dès que tu produis des impôts, ton revenu des déclarations d'impôts, on a droit à ça. Moi, j'ai eu mon CELI, je n'étais pas résident permanent. Mon premier CELI, je l'ai ouvert, je n'étais pas résident permanent et je faisais mes déclarations d'impôts. Donc, on n'est pas obligé d'être résident permanent pour le faire. Donc, il n'y a pas une contrainte à ce niveau-là. Donc, je vais passer au dernier point qui est le financement. Donc, le financement, il y a du classique. Il y a quand même une particularité au Canada qui est le bureau de crédit. Notre fameux Equifax TransUnion qui n'existe ni en France ni en Afrique. Bon, qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est une structure mise en place pour récolter toutes nos informations financières. Et est-ce que c'est bien? Moi, je dirais oui. Les gens peuvent en faire autant de débats, mais moi, je dirais oui. Pourquoi je dis oui? Aujourd'hui, en tant que banquier ou banque, je sais aujourd'hui si Serge, qui est en face de moi, a un crédit dans une autre banque, est-ce qu'il rembourse bien son crédit? Quand il vient me voir pour un prêt, j'ai besoin de savoir qui il est, mais je ne peux que savoir ce qu'il me dit comme information. Et c'est ce qui se passe généralement en Afrique. Moi, je travaillais au Sénégal de 2005 jusqu'en 2012 dans des banques. Mes parents également, ma soeur travaillait dans des banques, mes parents ont travaillé dans des banques. Mais ce problème demeure en Afrique où on n'a pas beaucoup de visibilité. Pourquoi aujourd'hui on fait moins de prêts? Parce qu'on n'a pas de visibilité. Alors qu'ici, tu ne peux pas échapper à la structure. Equifax collecte toutes tes informations et te donne un pointage, un scoring qu'on n'a pas forcément chez nous. Et ce scoring-là, le plafond, c'est 900. Et quand tu es en bas de 650,
ou 600, 625, je pense qu'ils ont remonté à 650, tu fais partie des moins bons. Quand tu as les 500, tu es vraiment dans les moins bons. Et même pour ouvrir un compte, certaines structures de la place peuvent refuser de t'ouvrir un compte parce que tu as un mauvais bureau de crédit, ou même t'ouvrir un compte et te mettre un transit à zéro. Transit à zéro veut dire quoi? J'ouvre un compte aujourd'hui. On m'a donné ma paye, qui est un chèque de 500 $. Je viens déposer ma paye de 500 $ dans une structure de la place, dans une banque de la place. Ma paye, le système de compensation, je vais l'expliquer très rapidement, je ne vais pas être dans les détails, c'est-à-dire que si c'est un chèque qui a été fait par une autre structure, il faut que le chèque quitte ta banque pour aller dans l'autre structure et revient pour s'assurer que le chèque va être payé. Supposons que Serge me fait un chèque de sa banque. Serge et moi, on n'est pas dans la même banque. Moi, je prends le chèque de Serge, je le dépose dans ma banque, mais ma banque veut savoir est-ce que ce chèque-là va revenir payé. Donc, il ne va pas m'autoriser à prendre automatiquement le montant du chèque. Maintenant, si j'ai un bon bureau de crédit, il peut m'autoriser à prendre 100 $ ou des fois 1000, des fois 200. Donc, c'est ça qu'on appelle transit autorisé quand on dépose l'argent. Ici, à ma grande surprise, quand tu déposes un chèque, ça fait 5 jours ouvrables. Au Sénégal, où j'ai travaillé pendant plusieurs années, ça fait 24 heures. C'est ma grosse surprise quand je suis arrivé ici. Quand les gens disent rien ne bouge chez nous, il y a beaucoup de choses qui bougent réellement. Est-ce qu'aujourd'hui, ils le font en 5 jours parce qu'ils veulent le faire en 5 jours? Oui. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire en un jour? Oui, ils ont les moyens de le faire en un jour. C'est juste qu'ils gardent l'argent pendant 5 jours pour s'assurer que il n'y aura pas de réclamation, il n'y aura pas ci, il n'y aura pas ça. Mais c'est aussi un moyen pour eux d'avoir de la liquidité pendant 5 jours. Pendant ce jour-là, si tu sors de l'argent, ils considèrent comme si tu ont fait un petit prêt, un petit découvert pendant ce temps, pendant les 5 jours ouvrables. Ou des fois, l'argent est carrément bloqué, tu n'as pas accès à cet argent-là. C'est une règle que toutes les structures, toutes les banques de la place pratiquent. Donc, ce n'est pas une règle liée à une structure ou à une autre. C'est comme tout le monde fonctionne comme ça et ça fonctionne comme ça. Ça a été ma première surprise quand je suis arrivé. J'avais un chèque de Western Union que je devais déposer pour payer ma scolarité. Ils me disent qu'il est gardé 5 jours. Je dis, ouais, non, écoute, je viens maximum. Et là, ils disent, non, ici, c'est comme ça. J'ai dit, mais c'est quoi la règle? Ah non, le chèque peut arriver non remboursé ou je ne sais pas, X ou Y raison. J'ai dit, non, c'est impossible. C'est Western Union, c'est une grosse structure. Ils me disent, non, c'est la règle, c'est comme ça. J'ai dit, OK, bon, on se plie à la règle. Et puis, bon, ça fonctionne comme ça par rapport au chèque. Donc, c'est très important que notre bureau de crédit soit bon. Sinon, il faut y remédier parce que si on veut acheter une voiture, un téléphone, un prêt, qu'est-ce que soit ce qu'on veut faire ici, même pour avoir accès à un logement, des fois, ils font des vérifications au bureau de crédit. Donc, c'est notre premier allié, c'est notre rempart dans le financement, le bureau de crédit. Qu'est-ce qui fait que notre bureau de crédit n'est pas souvent bon? La carte de crédit. On ne l'a pas souvent en Afrique. Quand on arrive ici, ils nous appellent carte de crédit. Ils nous le donnent ça autour du bras. Moi, j'en avais jusqu'à 10 000 $ de carte de crédit. Je n'étais pas résident permanent. Que faire pour augmenter sa cote de crédit? Pour augmenter sa cote de crédit, déjà, c'est qu'il faut avoir des remboursements, il faut avoir des prêts et les rembourser régulièrement. Ça permet tout simplement de faire… Il faut que la machine travaille, au fait. Il faut que la machine travaille. Donc, il faut avoir des prêts et les rembourser régulièrement. Il faut déjà, dans un premier temps, ne jamais rater un paiement. Il ne faut jamais rater la date du paiement minimum sur quelque chose. Et après ça, c'est vraiment fait tourner la machine. Les gens qui disent, bon, non, je ne veux pas prendre du crédit, j'ai un mauvais crédit et je ne veux plus prendre du crédit, je ne fais plus rien. Ils arrêtent tout, ils ferment le cas de crédit, ils vont prendre des cartes prépayées. C'est beau, mais ton bureau de crédit va rester au même niveau, il ne va pas augmenter, il ne va pas bouger parce qu'il faut le nourrir pour que ça puisse bouger. Donc, c'est parce que, et qu'il fasse vie de ça. Donc, il faut qu'il y ait des informations pour que ta cote puisse bouger. Donc, après, l'autre anecdote que j'ai, quand je suis arrivé ici,
où j'ai acheté ma première voiture, je pense, ma deuxième voiture, j'ai eu un taux de crédit de 19%. Pas parce que mon bureau de crédit n'était pas bon, parce que je n'avais pas d'historique. Sur mon bureau de crédit, la seule chose qui figurait, c'était mon téléphone. Donc, quand j'ai voulu acheter une voiture, ils m'ont donné 19%. Ils me disent, ben, reviens l'année prochaine ou dans 2 ans, peut-être qu'on te fera un meilleur taux. Et j'avais 19%. Et 1 an ou 2 ans plus tard, je suis reparti, j'ai eu un taux de 4%. Donc, juste pour regarder qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, c'est parce que j'ai eu un prêt qui se remboursait et mon bureau de crédit s'est apprécié. C'est tout simplement ça. Sans historique, ils ne font pas confiance. C'est ça pour le bureau de crédit. Est-ce que tu veux est-ce que tu veux peut-être expliquer un peu plus le concept d'historique de crédit? Parce que quand on est étudiant étranger, quand on est là, on n'est pas habitué à avoir des cartes de crédit au pays. Puis, certaines personnes, surtout si la banque voit que vous avez beaucoup d'argent dans votre compte, il va vous appeler pour vous offrir une carte de crédit. Puis, quand je venais d'arriver aussi, j'étais très frileux par rapport à ces concepts-là. Et il a fallu que quelqu'un m'explique d'abord que c'est important d'avoir du crédit ici, avant que je sauve. Est-ce que tu veux élaborer un peu là-dessus? Oui, en fait, c'est super important d'avoir, comment je vais dire, une historique de bâtir son historique de crédit. Donc, prendre une petite carte, même si c'est une petite carte de 500 ou de 1000 $, de l'utiliser et de programmer un paiement automatique chaque semaine ou chaque 2 semaines. Donc, n'attendez pas que vous allez faire, en tout cas, moi, c'est ma stratégie. Chaque 2 semaines, quand ma paye tombe, il y a un montant qui va automatiquement rembourser ma carte de crédit. Et la carte de crédit, vous devez toujours utiliser à moins de 70% du solde. Donc, si j'ai une carte de crédit de 1000 $, je dois être en bas de 700 $ en tout temps pour améliorer mon bureau de crédit. Si je ne suis pas en bas de 700 $, c'est comme si c'est comme si j'ai saturé ma carte de crédit. C'est les règles au fait dans le scoring, les trucs pour pouvoir nous donner un pointage. Ils regardent le nombre de crédits, les crédits ouverts, le pourcentage d'utilisation du crédit. Donc, si j'ai une carte de 2000 et que j'ai utilisé à 1000 $, ou j'ai une carte de 1000 $ et que je l'ai utilisée à 800, ce n'est pas le même pointage. Le ratio n'est pas le même. Le ratio d'utilisation n'est pas le même. Donc, c'est important de bâtir son bureau de crédit en prenant une carte de crédit, surtout si on veut rester ici, bien sûr, en prenant une carte de crédit et en faisant nos achats. Moi, ce que je dis généralement, c'est prends une carte de crédit qui donne des points ou des points. Et tous les achats, tu peux les passer sur ta carte de crédit. Et chaque 2 semaines ou chaque mois ou dépendamment, tu rembourses totalement la carte. 2 avantages. Tu vas aller chercher des points. Il y a des points qui donnent les possibilités d'acheter des voyages. Il y a des points qu'on paie en remise en argent. Il y a des points qui sont des dollars ou ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et en même temps, tu contribues à bâtir ton bureau de crédit. L'erreur à éviter, c'est de ne pas rembourser sa carte et de tomber dans ce petit piège-là. Les cartes de crédit, de façon générale, sont à 19,99%. Il y en a quelques-unes qui sont à 10% ou 11%. Oui, Serge. Oui, il y avait Francel qui voulait poser une question. Monsieur Dessous. Oui, en fait, j'avais une question un peu dans le même sens que grand frère Rodrigue. Bon, c'était un peu différent. En fait, je voulais te demander, en fait, s'il m'arrive, par exemple, un incident financier, je suppose que j'ai perdu de l'argent, et puis ça peut amener mon crédit scoring à baisser drastiquement, par exemple. Est-ce qu'il y a un moyen, par exemple, d'informer la structure d'un tel incident, histoire que ça ne affecte pas trop mon crédit scoring et que je me trouve dans l'impossibilité de faire certaines choses comme des prêts et tout. Au fait, est-ce que tu peux être plus précis? Tu perds de l'argent, ça n'a rien à voir avec ton bureau de crédit. OK, bon, en fait, comment améliorer ce crédit suite à un incident financier, en fait? OK. Donc, c'est-à-dire que tu as pris un prêt ou une carte de crédit, mais le remboursement c'est pas fait régulièrement. Ton bureau de crédit s'est dégradé. Il faut prendre une solution drastique. C'est-à-dire que soit tu fais un arrangement de direct avec la structure, donc c'est-à-dire que tu commences à payer
Mais pour améliorer ton bureau de crédit, la tâche, un mauvais dossier ou des retards reste dans un bureau de crédit pendant 6 ans. Donc, même si le bureau de crédit s'est amélioré, pour améliorer le bureau de crédit, il faut vraiment rembourser régulièrement. C'est la seule chose qui améliore le bureau de crédit. Tant que tu as eu des retards sur le paiement de téléphone, ça vient laisser une trace au bureau de crédit. Et quand moi, en tant que conseiller, je reçois une demande de prêt, je regarde tout ça. Si quelqu'un ne paye pas son téléphone, qui a des retards dans son téléphone, je me demande, est-ce qu'il va payer correctement mon prêt? Si quelqu'un a des retards sur une carte de crédit, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu me dis, bah, c'est une bad luck, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, c'était difficile, ainsi de suite, OK, fine. Je peux te dire deux choses. Actuellement, tu es à quel stade? Est-ce que tu t'es repris ou est-ce que tu as encore, est-ce que tu t'es stabilisé? Donc, est-ce que l'emploi, tu as un emploi, l'argent rentre tout le temps? Est-ce que ça se passe bien ou ainsi de suite? Ou est-ce que tu es encore en train de te chercher? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que tout ça, mais le bureau de crédit, on peut le surveiller. Une fois que les structures comme Equifax ou TransUnion descendent ton bureau de crédit, pour le remonter, c'est vraiment payer régulièrement ses dettes. C'est la seule chose qui remonte le bureau de crédit. Steve, je peux peut-être appuyer un peu sa question. Est-ce que si tu prends une entente de paiement avec ton institution, est-ce que ça arrange ton bureau de crédit? Oui, l'essentiel, c'est vraiment que le prêt, généralement, comment ça se passe? J'ai une carte de crédit, supposons que j'ai une carte de crédit de 5 000 $. Je l'ai plafonné à 5 000 et je n'arrive plus vraiment à le rembourser. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que je dois aller voir ma structure pour dire, bon, là, je n'arrive plus à rembourser ma carte de crédit, je paye les intérêts. C'est 19 %. Je veux que tu prennes ce montant-là, que tu me l'étales sur 5 ans ou bien sur 4 ans, sur 3 ans, sur X, avec un meilleur taux. Donc, ça vient, on parle du crédit revolving parce que la carte de crédit, c'est un crédit revolving. Tu prends, tu rembourses, l'argent est encore disponible, tu le reprends. Donc, ça se revolve. Par contre, dès que tu le convertis en prêt amortissable, c'est-à-dire c'est un prêt qui, tu payes le capital, mais tu n'as plus accès au capital. À ce moment-là, tu améliores ton bureau de crédit et tu le rembourses régulièrement. Et là, tu n'as plus une carte de crédit qui est loadée, c'est-à-dire qui est utilisée au maximum. Tu as un prêt amortissable et les prêts amortissables remboursés avec des périodes, des fréquences viennent améliorer très rapidement ton bureau de crédit parce que c'est là qu'on vient voir est-ce que tu le rembourses régulièrement. Donc, ça, c'est un peu ça. J'ai la question de parfait. L'essentiel de notre monde sera certainement un monde essentiellement numérique. OK. Et quoi qu'on dise, certaines crypto-monnaies s'imposent. Comment, selon les banques, se positionnent par rapport à cette réalité? Avez-vous des conseils par rapport à ça? Non, malheureusement, au fait, pour la crypto-monnaie, je n'ai pas assez d'informations là-dessus. Je ne peux pas élaborer vraiment, tout simplement parce que je n'ai vraiment pas d'informations là-dessus. Désolé. Si j'ose m'aventurer là-dessus, je pense que chaque banque, si certaines banques ont commencé à réagir, peut-être même pas les banques directement, ne s'affichent pas directement, mais je sais que des concessionnaires d'auto, par exemple, ont commencé à ouvrir ça. Donc, je pense que ça va prendre peut-être encore un bout de temps avant que les banques se positionnent clairement là-dessus. C'est sûr, mais si je veux juste dire comment ça se passe, c'est comme c'est de l'argent qui s'échappe vraiment à la banque, au fait. Donc, aujourd'hui, des gens qui achètent de la crypto-monnaie ou ainsi de suite, c'est carrément, je ne vais pas dire qu'une concurrence, mais c'est comment ils vont le mettre en place, sûrement qu'ils vont peut-être créer des structures, ils vont avoir des crypto-monnaies, ainsi de suite. Même la réglementation aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, dans votre rapport d'impôt, c'est mis en haut, il y a un nouveau point qui est ajouté. Avez-vous reçu de l'argent électronique, quelque chose dans ce genre-là? Parce que l'année passée, ce n'était pas dedans. Cette année aussi, ils veulent le faire parce qu'actuellement, la crypto-monnaie échappe vraiment à la banque centrale, échappe aussi au gouvernement parce que tout ce qu'on gagne en intérêt, on ne paye pas forcément les impôts là-dessus, mais c'est un gros sujet. Je pense que Rodrigue prépare quelque chose, peut-être sûrement qui va arriver sur la crypto-monnaie plus tard, mais moi, je ne veux pas dire n'importe quoi, je ne maîtrise pas le sujet. Désolé. S'il vous plaît,
Je peux intervenir sur ça? Oui, vous pouvez, si ce n'est pas trop long. Non, il y a l'autorité des marchés financiers qui fait une mise en garde contre la crypto-monnaie. C'est un article que j'ai vu sur Facebook. Donc, on doit beaucoup se méfier de ça. Merci. OK, bon, merci beaucoup. Oui, j'ai vu également que l'AMF, au fait, l'autorité marché financier en parle, met en garde les gens à cause de la volatilité. Donc, mais comme je le dis, je ne pourrais pas avancer. Faut-il souvent rembourser l'intégralité des crédits périodiques ou en payer une partie? Je dirais au fait, il faut rembourser l'intégralité. C'est l'idéal parce qu'un prêt à 19%, si tu ne payes pas l'intégralité, tu payes des intérêts à 19%. Donc, si tu as la possibilité, des gens qui ont de l'argent en épargne et qui ont des cartes de crédit utilisées, ce n'est pas forcément la meilleure chose parce que tu payes 19% d'intérêt et tu reçois peut-être 1% sur ton épargne. Donc, en termes si on compare la rentabilité des deux, ce n'est pas le meilleur choix, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Donc, idéalement, c'est de la rembourser intégralement. Sinon, le paiement minimum est obligatoire pour ne pas toucher son bureau de crédit. Après ça, il y a les prêts, la marge de crédit, les prêts auto, les prêts amortissables. Ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. La marge de crédit, c'est comme une ligne de découvert. Donc, on te met une marge de crédit. Il est un peu comme du revolving. Donc, dès que tu utilises et tu rembourses, l'argent que tu as remboursé demeure automatiquement disponible, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment un peu ça. Il n'y a pas vraiment de développement à faire. Je vais aller sur le gros point qui est le prêt immobilier. Donc, ici, on parle d'hypothèque. L'hypothèque, au fait, à Québec ou au Canada, pour acheter une maison, il y a deux possibilités. Il faut mettre une mise de fonds de 20% pour l'acheter. Ou si on n'a pas 20%, il faut mettre au moins une mise de fonds de 5%. Et quand on met une mise de fonds de 5%, on va chercher une couverture d'un assureur hypothécaire. Dans le marché québécois, il y en a deux. Il y a la SCHL et il y a la Genworth qui a été rachetée par Sagem. Donc, Genworth et SCHL. Genworth est privé et SCHL est étatique. Comment ça se passe? Moi, je vais acheter une maison. Ma maison coûte 100 000 et je mets 20% de mise de fonds. Donc, ça veut dire que je mets 20 000 sur la table. Je discute directement avec ma banque et puis on me fait le prêt et puis ça avance. Je n'ai pas 20 000, j'ai 10 000 ou j'ai 5 000 Minimum, c'est 5 000 J'ai 5 000 La banque va dire, OK, ben, tu as 5 000 il va falloir que tu ailles chercher un assureur hypothécaire. Donc, je vais vers la Genworth ou la SCHL et je vais acheter une prime d'assurance. La prime d'assurance, le taux, c'est de 4%. Donc, 4% minimum et puis ça descend jusqu'à 2 et quelques en fonction de ma mise de fonds. Si je mets 5% de mise de fonds, c'est sûr que je vais avoir sûrement un 4% de prime. Donc, ça fait 95 000 fois 4%. Donc, mon prêt va s'ajouter. Sur mon prêt, il va y avoir au fait 4%, donc 4 000 qui va s'ajouter à mon prêt. Donc, automatiquement, je vais avoir un prêt qui va être ajouté de 4 000 si je prends une mise de fonds de 100 000. Si je prends une maison achetée à peu près à 100 000. Maintenant, pour la mise de fonds, pour ceux qui n'ont pas la mise de fonds, dans la ville de Québec, il y a ce qu'on appelle Accès Canada, Access Famille, excusez. Access Famille. Access Famille, au fait, pour ceux qui sont éligibles, peuvent aller chercher cette mise de fonds-là. Donc, eux, ils offrent 5% de la mise de fonds. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'ils vous donnent 5%, mais ils ne vous le donnent pas gratuitement. Ils vont venir s'inscrire hypothèque deuxième rang. Donc, ils vont venir prendre une garantie sur votre propriété. Donc, c'est-à-dire que la banque qui vous a donné le prêt va se mettre en garantie initiale, donc garantie de premier rang sur votre maison. Et là, si vous avez eu accès famille, il va venir se mettre une garantie de deuxième rang derrière. Le jour où vous allez vendre votre maison, vous allez leur rendre 5% de la valeur marchande ou le prix de vente de votre maison. Donc, c'est comme une dette à long terme que vous leur devez. Donc, ça, c'est les possibilités, les facilités qu'il y a.
Est-ce qu'il faut aller vers l'immobilier? Est-ce qu'il faut acheter une maison ou est-ce qu'il faut rester en location? Moi, je pense que le calcul, je l'ai fait. Vous pouvez tous le faire. Prendre votre loyer que vous payez, que vous multipliez par le nombre de mois, le nombre d'années, versus vous achetez une maison, le remboursement de la maison, donc l'hypothèque, plus les taxes municipales, les taxes scolaires et éventuellement les petites rénovations, et vous le talez sur 10 ans et vous faites une petite comparaison. Pour quelqu'un qui paye peut-être 1 000 $, ça vaut la peine peut-être d'acheter une maison. Pour quelqu'un qui paye peut-être 300 ou 200, ça se peut que ça soit plus intéressant de rester en location, ainsi de suite. Ce n'est pas une règle qui est clouée, figée dans le béton, mais c'est sûr que ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a une valeur de revente pour la propriété. Donc, la propriété, quand vous la revendez dans 10 ans, vous êtes capable d'aller chercher au moins ce que vous avez payé. La valeur d'une propriété, la propriété elle-même déprécie, mais le terrain peut prendre de la valeur. Des fois, la propriété peut perdre de la valeur si jamais il y a eu des choses qui se sont installées dans votre zone. Donc, une usine qui fabrique je ne sais pas quoi et qui rend l'air moins viable, l'air qu'on respire dans votre secteur est pollué, ainsi de suite, automatiquement, votre propriété peut perdre de la valeur. Il y a aussi des choses comme des crimes ou bien quelqu'un qui s'est suicidé. Ou peut-être dans la zone, il y a eu un monsieur qu'on a arrêté pour diverses raisons, drogue, pédophile ou ainsi de suite. Les gens vont avoir peur d'acheter votre maison et automatiquement, votre maison va perdre de la valeur. Qu'est-ce qui fait monter et descendre la valeur? C'est de la demande et l'offre. Aujourd'hui, on est dans une boom immobilière où tout coûte cher. Les propriétés coûtent excessivement cher. Je ne sais pas si vous le savez. La raison est simple. C'est que, le taux pour l'immobilier, la Banque du Canada l'a descendu très bas. Donc, ici au Canada, on a deux taux. On a le taux fixe et on a un taux variable. Le taux variable varie. Chaque jour, s'il y a un changement, ce taux-là va varier. Le taux fixe, vous le fixez pour une période. Généralement, on a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, des fois 7 ans jusqu'à 10 ans. Le taux variable peut être variable 3 ans ou 5 ans et ça varie en fonction du marché. Donc, l'avantage qu'on a avec le taux variable, c'est que si les taux chutent, on paye moins d'intérêt. Si les taux montent, malheureusement, on va en payer un peu plus. C'est ce qui se passe un peu au niveau de l'immobilier. Et actuellement, à cause du COVID, beaucoup de gens n'ont pas mis leur maison en vente. Donc, ça a fait qu'il y a moins de maisons disponibles sur le marché et la demande, elle est forte parce que les taux d'intérêt sont très bas. Donc, beaucoup de gens sont allés chercher des prêts pour pouvoir acheter des maisons. Mais vu que les gens ne vendent moins leurs maisons parce que beaucoup de maisons aujourd'hui, comme on le sait, appartiennent à des personnes qui veulent un peu plus âgées, qui devraient normalement à un moment donné retourner dans les centres. Mais ils ne veulent pas parce que la COVID a touché et puis il y a eu beaucoup de personnes des centres qui ont été touchés. Donc, ils ont préféré ou ils préfèrent rester chez eux jusqu'à ce que cette situation se stabilise et ça a créé l'effet de l'offre et la demande. Donc, il y a eu beaucoup de demandes, moins d'offres de maisons à vendre et puis ça se balance. Donc, c'est ça au fait qu'on vit présentement dans l'immobilier. Je vais prendre la question qui est là et puis je te reviens, Serge. Rodrigue a dit, Rodrigue, que je voulais te rappeler. Qui est éligible à acheter une maison à Québec? Autrement, comment bénéficier de la confiance de la banque pour avoir de tels prêts? Pour acheter une maison, on n'est pas obligé d'être résident permanent. Donc, on n'est pas obligé d'être résident permanent. Il faudrait avoir des revenus, au moins 2 années d'historique. Donc, 2 années d'historique, donc 2 années où on a gagné des revenus stables, minimales, avoir la mise de fonds et il faudrait tout simplement convaincre la personne que, on est dans le processus pour devenir résident permanent. Le prêt immobilier, comme on le comprend, c'est le prêt qui est le plus garanti. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu ne rembourses pas correctement le prêt, la banque va récupérer sa maison et va le remettre sur le marché.
Donc, si aujourd'hui, tu as mis 20% pour acheter une maison, donc une maison qui vaut 100 000, tu as mis 20%, donc la banque a pris une hypothèque. La banque ne va pas prendre une hypothèque à hauteur de 80%. Elle va prendre une hypothèque à hauteur de 100% sur ta maison. Des fois, ils vont prendre une hypothèque à hauteur de 120%. C'est-à-dire que si je vends la maison aujourd'hui, ben, je couvre mon prêt. Donc, si mon prêt, c'est 80 000 et que toi, tu as mis une mise de fonds de 20%, si la maison n'est pas, si tu l'entretiens bien, j'ai de fortes chances qu'en récupérant cette maison, je la vends au moins à 80 000 et plus pour pouvoir rembourser mon prêt ou même rembourser ce qui reste sur le prêt. Donc, le prêt immobilier, il est accessible à tout le monde. L'essentiel, c'est que la personne soit convaincue que vous allez rester ici plus long terme et que soit le processus, vous pensez vraiment résider au Canada, ainsi de suite. Il faut forcément avoir de l'emploi stable pendant au moins 2 ans. Généralement, pas forcément le même employeur, mais au moins quelque chose de stable pendant 2 ans, avoir 2 déclarations d'impôts faites et avoir la mise de fonds. Et puis après, ça se passe bien. Bon, moi, ça fait le tour de ma présentation, donc je suis ouvert maintenant aux questions. Ben, on va quand même t'applaudir d'abord. C'est ce que tu as fait. Merci beaucoup. C'est quand même, je dis, c'est une chance pour ceux qui viennent d'arriver, qui ont la chance de prendre cette information-là. Je peux vous dire, de telles informations, moi, je ne les ai pas eues dans mes 4 ou 5 premières années au Canada. J'étais le Béninois type quoi, qui ne veut pas prendre des prêts, qui ne veut rien faire, qui est sur ses gardes. Ah, ces bandits de banque-là, ils ne vont pas m'avoir, tout ça. Donc, je pense que d'avoir ces informations-là en début de séjour d'aventure ici, je pense que c'est très, très intéressant. Et je remercie beaucoup Steve et je me fais porte-parole de toute la communauté ici pour te remercier. Je remercie beaucoup, je félicite le bureau pour avoir pris l'initiative d'organiser de telles rencontres. Je ne sais pas pour vous, moi j'ai pris énormément d'informations, même si je commençais à être un peu au parfum de tous ces détails-là. Donc, voilà. S'il y a des questions maintenant, je pense qu'on a encore peut-être une quinzaine de minutes. Donc, profitez-en. Steve ne charge pas beaucoup aujourd'hui, c'est une blague. Donc, son temps, il nous l'a donné généreusement, gratuitement. Donc, profitez d'en poser toutes vos questions. OK, merci. Mon nom, c'est M. Odor. OK. Monsieur Odor, est-ce que ce serait peut-être possible de vous voir, comme ça, juste pour qu'on puisse... Oui, mais c'est la caméra ma caméra est bloquée. Pardon? La caméra est bloquée, ça ne s'ouvre pas. Ah, d'accord. Okay. Bon, ce n'est pas un problème. Donc, je suis conseiller en éducation financière et j'ai mon leader, je suis dans le groupe World Financial Group et nous avons la chance, le monsieur Arnaud, qui est notre leader du groupe, est avec nous. C'est un expert comptable auditeur. C'est lui qui nous entretient dans le groupe. Maintenant, moi, j'ai voulu aider mes compatriotes. Je suis sur un forum, le forum appelé Fraternité Groupe 5. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par sensibiliser les gens sur le système financier canadien. Qu'est-ce que vous voyez? Et depuis, je leur écrivais depuis des semaines. Et j'ai déclenché une opération que j'ai appelée 5 minutes pour changer votre vie. Donc, chaque fois, j'écris. Alors, c'est le jour où je devais commencer cette opération parce que je leur ai dit, je vais appeler chacun des frères et sœurs pour leur parler 5 minutes, pour leur expliquer brièvement le système financier canadien et leur parler des assurances. Parce que les gens prennent les assurances, ils ne comprennent pas grand-chose sur les assurances. C'est le jour où je devais commencer cette opération proprement dit que
j'ai vu l'annonce de la conférence et j'ai dit, si c'est comme ça, s'il y a une conférence, donc j'invite les gens à assister à la conférence. Alors, ce que moi, je peux faire peut-être dans 2 mois, je peux atteindre peut-être, je ne sais pas combien de personnes je peux appeler dans 2 mois, mais en quelques heures, il y a un conférencier qui veut parler, les gens verront tout. À ma grande surprise, moi-même, j'ai continué, j'ai relayé la conférence pour que les gens puissent arriver, mais je constate que beaucoup ne sont pas là, puisque sur le forum, là, nous sommes près de 240. Moi, je suis en 1996-98, j'étais en stage en France. En ce moment, on prenait la bourse. La bourse, ma bourse, on me versait ça sur, je vais vous donner une anecdote. Donc, on me versait la bourse par la poste. Béninois africain, très intelligent que je croyais être, j'ai ouvert un compte épargne à la BNP. Et quand je prends, je vais déposer là. À la fin, quand j'ai fini les 2 années pour rentrer, je vais pour racler tout mon argent. Vous savez que d'abord, ça n'a pas produit d'intérêt. Et j'ai encore payé les frais de gestion de tenue de compte parce que je ne connais pas le système financier français. Je me suis jeté comme ça. Et ici, n'importe où vous voulez mettre de l'argent, vous devez avoir le conseil de ceux qui connaissent des sachants. Je ne vais pas être long avec vous parce que j'ai Arnaud qui est là. Il est bien outillé, c'est un expert comptable, il est le leader de notre groupe, World Financial Group. Il va prendre la parole certainement tout à l'heure pour vous parler de ça. Pour vous parler, parce qu'il y a plein de nos parents, de nos frères qui ne connaissent rien sur le système financier. On pense qu'on peut épargner l'argent ici, on peut placer ici, Non, mais j'ai dit une fois, même après ta mort, tu vas payer l'impôt ici. Je m'arrête là, je laisse la parole aux autres pour ne pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Donc, je vois une question rapidement. Quelles sont les règles pour un travailleur autonome qui veut acheter une maison? Est-ce les mêmes pour un employé? Pour le travailleur autonome, les documents à fournir, au fait, c'est minimalement 2 états financiers. Donc, 2 avis d'impôt, parce que dépendamment de est-ce qu'il est incorporé ou non, mais il faut au moins 2 avis d'imposition qu'il doit fournir. Sinon, à part ça, tant que c'est un travailleur autonome qui est qui travaille pour lui-même, donc il n'est pas incorporé, il est traité comme un particulier. Donc, il y a des calculs qu'on fait pour pouvoir réajuster le revenu parce que j'ai été travailleur autonome. Et puis je m'y connais quand même pas mal en fiscalité, en comptabilité. On peut faire passer plein de choses pour pouvoir réduire son revenu. Donc, au niveau de la banque, on réajuste un peu, mais c'est la règle. Il n'y a pas une règle, par exemple, c'est la règle entreprise et particulier. Donc, oui, travailleur autonome est accessible et puis il n'y a pas au fait c'est la même règle, le même pourcentage. Est-ce que la maison, maintenant, on l'achète pour y habiter? Oui, donc on tombe dans du particulier. Est-ce qu'on achète la maison pour faire du business ou bien pour mettre son bureau, ainsi de suite? Là, on peut être entre les deux et puis ça peut être entreprise, mais si c'est du particulier, les règles du particulier vont s'appliquer. Si on est dans de l'entreprise, les règles de l'entreprise vont s'appliquer. Si on veut acheter aussi un immeuble pour faire de la location, donc immeuble locatif, immeuble à revenu, il y a aussi les règles les règles sont légèrement différentes, mais on parle plus de la mise de fonds, on parle plus de certaines règles, comment on calcule les revenus. Donc, je ne sais pas si ça répond bien à la question Maintenant, je vais passer à celui de Francel. Est-il possible d'avoir un document PDF PowerPoint résultant les différents produits financiers que vous avez exposés? J'en ai pas préparé parce que je me disais échanger de vive voix, ça va être intéressant. Je ne veux pas aussi me prendre, je ne veux pas me donner cette prétention-là de dire je vais poster un document. Je ne suis pas, au fait, il y a des doctorants ici, il y a des gens qui ont sûrement beaucoup d'expérience également ici. Donc, faire un document, dire je fais ce document-là, je le partage. Quelques jours après ou quelques années après, le monde financier évolue tout le temps.
Donc, à ce moment-là, ce document que j'aurais fait aujourd'hui ne serait peut-être pas vrai ou la règle a changé. Si tu veux avoir un peu plus d'informations, tu peux faire deux choses. La première, c'est que tu peux aller rencontrer ton conseiller financier dans ta structure. Sinon, tu peux venir me rencontrer dans ma structure où je travaille. À ce moment-là, je vais te donner tous les documents, je vais te donner tout ce que tu veux, mais ça va être vraiment, qu'est-ce qu'on donne généralement? On donne toujours des documents, les flyers faits par la structure ou faits par qui sont officiels au fait. Donc, je ne peux pas faire un document officieux, ça va juste poser un peu de problème, je suis désolé. Mais si tu veux aller plus loin, tu peux me trouver ou même ton conseiller financier en tout temps. Parfait. Bon, ben, merci beaucoup, c'est ce que je vois. Avant peut-être de prendre la prochaine question, je vais juste profiter de cette petite accalmie-là pour annoncer en fait le prochain événement parce que le bureau est vraiment parti sur une bonne lancée et ils veulent nous permettre de continuer à nous informer sur différentes thématiques, donc sur différents sujets. Et donc, en mai, on va avoir une autre rencontre. Donc, je vous invite à continuer à surveiller la page Facebook de l'association. Regardez dans le groupe WhatsApp, on discute de moins en moins de politique. Je vais faire un petit clin d'œil à tous nos politiciens à bord. Donc, les informations circulent quand même sur le groupe. D'où l'importance d'ailleurs, je me fais jeter les œufs. Une chance, je suis derrière un ordinateur. D'où l'importance de garder le groupe pour des sujets importants, de ne pas balancer des choses politiques à tout bout du champ. Je pense que cette information-là, je l'aurais manqué, comme beaucoup de personnes, si tous les débats politiques continuaient ou continuaient à passer. Donc, moi, j'ai pu repérer l'information. Donc, prochainement, on va voir la sœur Ghislaine Poromou qui va nous entretenir sur le thème suivant, entreprendre au Canada. Quelle structure légale choisir et quelles en sont les implications? Donc, surveillez les informations qui passent sur le forum WhatsApp. Ça va être au mois de mai. Donc, on a peut-être encore le temps pour une dernière question ou un dernier commentaire. Moi, je vais juste faire un petit commentaire rapidement, oui, si vous me permettez. Je tenais d'abord à remercier mon frère Steve pour vraiment sa belle présentation parce qu'on a beaucoup appris. Franchement, je pense que c'est une bonne initiative de sa part aussi de la part du bureau, hein, parce que l'éducation financière, c'est très, très important. Et M. Odo l'a dit, quand on arrive ici ou même ailleurs, on n'a pas les mêmes informations que quand on était au pays. Et si nous avons des experts comme ça, comme toi, qui s'y connaissent, il faut partager. Et c'est dommage que j'aurais aimé qu'on soit 200, comme M. Odo le disait, parce que c'est important. C'est important de se faire éduquer. Mais je pense que ce n'est que le début. Ce n'est que le début et je pense que le bureau va aller encore plus loin dans ce sens-là, parce que je pense qu'il n'y a pas ce jour-là où on se lève sans parler de finances. C'est notre quotidien. C'est sûr, c'est sûr. C'est notre quotidien, c'est notre quotidien. Je pense que, et j'espère qu'il y aura d'autres. Je sais que la prochaine formation, la présentation, c'est sur l'entrepreneuriat, mais il faut toujours continuer dans le sens de l'éducation parce qu'un entrepreneur, il ne peut pas entreprendre sans les finances. Il ne peut pas entreprendre sans les finances. Donc, c'est vraiment un sujet au quotidien. Donc, vraiment, Steve, bravo. Très fier de toi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Je voulais apporter juste un petit point. Une autre question avant de te laisser la parole, Steve. Il y aurait une question de Sandra. Sandra. Oui. Ouais. Je vais prendre sa question. Je vais juste apporter une petite précision pour Francel, au fait. Si tu veux, au fait, ce que je réfléchissais à ma réponse que je t'ai donnée, je pourrais te donner des liens, des sites pour tout ce que j'ai fait. Donc, je vais donner des liens, des sites pour la SCHL. Tu vas retrouver toutes les informations que j'ai mises. Je vais donner des liens sur le site du Canada pour le REER, le CELI, le régime d'épargne études. Et je peux donner également des sites, par exemple, sur la protection, tu vas voir. Mais je ne veux juste pas aller dans des entreprises. Ça va être vraiment du général. Après ça, tu pourras pousser. Donc, je prendrai la question de Sandra. Allô, bonjour à tous.
Merci pour cette présentation. Moi, c'était juste c'est justement ça. Est-ce qu'on aura des liens? Comment on fait le suivi? Est-ce qu'il est possible de rentrer en contact avec vous parce que les cas sont un peu différents et individuels, il y a cas par cas. Est-ce qu'il y a possibilité de rentrer en contact avec vous pour avoir plus d'informations précisément sur notre situation à nous? Oui, tout à fait. Au fait, je suis accessible, hein. Je suis dans le groupe WhatsApp et puis je pense que j'ai réagi souvent dans le groupe. Je suis dans le groupe également de fraternité. Je suis sur Facebook, sur mon nom, Steve Dagnon. Et également, j'ai une structure qui s'appelle Give Back to Africa. Donc, oui, en tout temps, tu peux entrer en contact avec moi. C'est sûr que, comme je le dis, moi, je fais que donner des informations, des conseils. Je ne vends aucun produit, je ne propose aucun produit. Donc, qu'on soit assez clair, même le régime de REER, je ne veux pas te dire va dans telle structure, va dans une autre structure parce que celle-là est meilleure que d'autres. Je détiens un permis et puis je ne peux pas faire ça et je ne veux pas dénigrer une structure ou une autre. Je peux te conseiller de façon générale sur tout ce que tu veux, mais je vais toujours te référer à ton conseiller à la banque ou ainsi de suite. On peut comparer des produits, comparer des choses, tirer le meilleur, dire ça, c'est plus bénéfique pour toi, ça a les avantages, ainsi de suite. C'est toujours toi qui prends la décision. Je suis ouvert au fait, oui, en tout temps. Avec plaisir. S'il vous plaît. OK, d'accord, merci beaucoup. Accordez-moi une minute, s'il vous plaît. Une minute. Et ceux qui disent s'ils peuvent avoir des écrits, moi, je vais leur dire que même si vous avez des écrits, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Ce qui est important, c'est de discuter avec les conseillers. Est-ce que vous voyez, si vous voulez faire n'importe quelle opération, discutez avec les conseillers. Là, on va bien vous l'expliquer. Parce que toutes les opérations dans ce pays, il y a des stratégies qui vous permettent d'amoindrir les impôts. Il y a des stratégies qui vous permettent de prendre le maximum de subventions. Mais si on vous donne les écrits, vous allez lire, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Donc, allez vers ceux qui connaissent les conseillers en sécurité financière, ils vont vous expliquer. C'est ce que moi, je vais ajouter. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'allais bondir dans le même sens. Puis, je tiens à souligner, en fait, la sagesse et le professionnalisme dont tu as fait preuve, Steve. Parce que les finances, c'est un peu comme la médecine. Tu ne balances pas des diagnostics en l'air. Tu ne prescris pas comme ça. Quelqu'un dit, il faut consulter. Et c'est du cas par cas. Ce n'est pas parce que mon cousin avait mal au ventre, il a pris Nivaquine, je dis n'importe quoi en passant, il a pris de la Nivaquine, puis il va mieux, que moi, si dès que j'ai mal au ventre, je vais aller prendre la Nivaquine, puis je vais aller mieux. Erreur. Donc, tu vas être vraiment sage de ne pas proposer des choses, de ne pas donner des conseils. C'est incroyable. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Moi, je m'attendais peut-être à mettre des bémols à la fin pour conclure la discussion, mais il a été vraiment inspiré. Il a fait preuve d'une sagesse incroyable. Donc, c'est très, très important ce qu'il nous conseille. Je ne suis pas du domaine des finances, mais moi, c'est comme ça que je vois les finances. C'est un peu comme la médecine. Tu ne peux pas prendre les mêmes symptômes parce que les mêmes symptômes peuvent signaler plusieurs maladies. Tu ne peux pas dire, ah, j'ai lu sur Internet, quand tu as tel ça, c'est que tu as une anémie. Non, ce n'est pas ça l'idée. Donc, il a bien fait, tout court. Moi, je le félicite pour cette sagesse-là. Et ce serait important que vous parliez à des spécialistes pour en savoir plus. Je vais laisser à Steve un dernier mot avant de retourner la parole au président parce qu'il est 20h. On avait prévu arrêter à 20h. Donc, Steve, un dernier mot. Ben, au fait, je tiens à remercier tout le monde. Je tiens à remercier également les organisateurs. Ce fut vraiment un réel plaisir d'être là, de partager ma petite expérience avec vous. Et comme l'a dit les grands frères, c'est super important d'aller chercher l'information. Je pense que c'est super important d'aller chercher l'information. Il y a deux choses qui posent de la difficulté dans la vie de l'homme. C'est sa santé et c'est sa santé financière. Donc, si la santé physique, mentale n'y est pas, on va avoir de la difficulté. Si la santé financière n'y est pas aussi, ça va venir créer d'autres problèmes.
Donc, aujourd'hui, c'est vraiment rapprochez-vous des gens. Comme l'a dit, au fait, mon aîné, dans le groupe WhatsApp, il y a plus de 200 personnes, je comprends. C'est sûr que l'information que je donne aujourd'hui, c'est du basic, sûrement pour beaucoup de personnes, mais ça peut aussi être de l'information complémentaire pour certaines personnes. Donc, il est important aujourd'hui pour vous d'aller chercher ces informations-là, d'aller aller vers les conseillers, aller vers des gens, écoutez ce qu'ils ont à vous dire. Vous n'êtes pas obligé d'acheter d'un produit. Écoutez, prenez les meilleurs conseils, magasinez. Magasinez, que ce soit des assurances, que ce soit l'hypothèque, que ce soit des régimes d'épargne-études, magasinez. Ne prenez jamais une décision parce que vous avez écouté juste une seule personne. Faites le tour et arrivez à la maison, faites le tour pour dire, bon, j'ai regardé ça, avantages, inconvénients, qu'est-ce qui est bon pour moi? Si ce n'est pas aussi clair pour vous, prenez le tour, prenez le conseil d'un conseiller, généralement d'un planificateur financier et tout, et puis ça vous donne une idée plus large. Et puis, tant que vous direz la santé financière va aller bien, ajoutez ça à une santé physique, mentale, vous serez toujours en forme. Et on a besoin de vous, et puis c'est sûr que on est là pour s'entraider, on est là pour se donner un coup de main pour qu'on puisse se tirer et aller de l'avant. Merci beaucoup et puis je vous souhaite vraiment un bon succès à chacun de vous dans tout ce que vous aurez à entreprendre. Merci encore, Steve. On t'applaudit une dernière fois. Puis moi, je suis vraiment content de t'avoir introduit, d'avoir partagé un petit bout de projecteur avec toi. Mais tu l'as occupé valablement cette heure et demie là. On n'a pas vu passer le temps honnêtement. Pour moi, ça démontre que le sujet était intéressant. Président de l'ABQ, à tout seigneur, tout honneur, ce fut un plaisir. Je vous donne le dernier mot pour clore la séance. Monsieur Dassy. Merci beaucoup à tout le monde. Merci au grand frère et merci beaucoup à notre conférencier Steve qui vraiment a donné une très bonne présentation. Et il nous a tous nourris. Tous ceux qui sont nouvellement venus, tous ceux qui avaient déjà l'information ont encore appris davantage. Et dans les mois à venir, nous avons beaucoup d'autres conférences encore. Et je prie également ceux qui sont parmi nous, qui ont donc des compétences dans beaucoup d'autres domaines, de nous contacter, de contacter le bureau, pour qu'on puisse recenser toutes ces ressources-là et mettre à disposition de la communauté. Vous avez été vraiment nombreux aujourd'hui à être connectés et nous sommes vraiment contents. Et nous vous espérons également en mois de mai. Nous allons vous informer, comme l'a dit notre modérateur, Fofo Serge, qui a été très compétent aussi. Nous allons vous informer dans nos forats pour les jours à venir. Donc, nous vous remercions d'avoir été vraiment nombreux à suivre cette conférence. Nous avons également partagé le lien sur la page Facebook de l'association. Donc, nous souhaitons également un très bon suivi à tous ceux qui ont été sur la page Facebook. Merci à vous et à la prochaine. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Oui. Merci, bonne soirée.